Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réviser le syndrome hémorragique d'origine hématologique. Il s'agit de l'item numéro 216 du concours de l'internat de médecine que l'on appelle EDN depuis la réforme du deuxième cycle. Par définition, un syndrome hémorragique d'origine hématologique correspond à un saignement anormal qui peut être induit ou majoré en cas de pathologie de l'hémostase, et celle-ci peut être acquise ou constitutionnelle. Pour reprendre la physiologie de l'hémostase, il faut savoir qu'elle peut être décomposée en trois phases. Une première phase d'hémostase primaire dont le but est de former un thrombus qui se fait avec des plaquettes. Il y a également un rôle majeur des cellules endothéliales, du facteur de Willebrand et du fibrinogène à ce stade-là. La deuxième phase est la coagulation, qu'on appelle également l'hémostase secondaire. Elle vise à solidifier le caillot formé. Dans cette phase jouent un rôle important les facteurs de la cascade de la coagulation, lesquels sont principalement synthétisés par le foie, et il faut connaître par cœur les facteurs vitamine K dépendants que sont le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Enfin, la dernière phase de l'hémostase est la fibrinolyse, c'est-à-dire la dégradation du caillot qui se fait grâce à la plasmine. Il va y avoir alors une libération des produits de dégradation de la fibrine et une augmentation des dédimères. Pour information, voici la cascade de la coagulation. On remarque qu'elle est constituée par deux voies, à gauche la voie intrinsèque, puis à droite la voie extrinsèque, lesquelles se rejoignent au milieu pour ensuite se terminer par la voie commune. Il faut savoir que le TCA ratio va analyser la voie intrinsèque avec la voie commune et le TP va analyser la voie extrinsèque avec la voie commune également. L'analyse du coup de ces deux tests in vitro va permettre de localiser où peut se situer une anomalie. On y reviendra plus tard. Dès l'examen clinique, qui commence par un interrogatoire minutieux, on peut suspecter une pathologie de l'hémostase. Pour cela, il faut demander en profondeur les antécédents personnels du patient. Quand a débuté ce syndrome hémorragique? Quel organe il va toucher? Est-ce que c'est plutôt le nez, la bouche, la peau, les muqueuses, des pertes obstétricales? Dans quel contexte? Est-ce que c'est plutôt spontané? Est-ce que c'est plutôt après un coup, après une chirurgie? Est-ce qu'il y a déjà un contexte d'anémie? Est-ce qu'il y a un contexte de carence martiale? Est-ce qu'il y a une nécessité de transfusion, etc. Il faut demander la prise de traitements particuliers, notamment des traitements antiagrégants plaquettaires, des traitements anticoagulants, etc. Et ne faut pas oublier de préciser les antécédents familiaux, notamment la présence de maladies de Willebrand ou d'hémophilie dans la famille. L'examen physique va s'attacher à rechercher des saignements sur tous les organes, notamment cutanés, on va chercher un purpura pétéchial, des ecchymoses, mais aussi muqueux, il faut bien analyser la bouche et le pharynx, rechercher des hématomes plus profonds, rechercher tout signe d'anémie ou de carence martiale, et également prendre en compte la globalité du patient et chercher des pathologies sous-jacentes qui pourraient expliquer ces saignements, notamment une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une infection importante, une maladie auto-immune, notamment les lupus érythémateux disséminés, présence d'hémopathie ou de cancer. Dès cet examen clinique, on peut s'orienter. Les pathologies de l'hémostase primaire donnent plutôt des hémorragies petites, cutanées, muqueuses, alors que les troubles de l'hémostase secondaire sont un peu plus parlants cliniquement et vont donner des hématomes profonds, intra-articulaires, des saignements qui sont provoqués par des traumatismes minimes et qui peuvent parfois être retardés. Les examens complémentaires.
de manière systématique devant un interrogatoire, un examen physique qui peut faire évoquer une maladie hémorragique, il faut demander une numération formule sanguine, un temps de Quincke que l'on appelle un TP, taux de prothrombine, un TCA, il faudra analyser le ratio entre patient et un témoin, et doser le fibrinogène. Il faut faire attention en cas de thrombopénie, il peut s'agir d'une fausse thrombopénie due à des agrégats à l'EDTA. L'EDTA est un chélateur du calcium présent dans les tubes qui va servir du coup à inhiber la cascade de la coagulation et donc à empêcher la coagulation du sang dans les tubes avant qu'il soit analysé. Et donc pour vérifier qu'il n'y a pas de thrombopénie, de fausse thrombopénie, il faudra redoser, requantifier les plaquettes sur un tube citraté ou un tube hépariné. En fonction des résultats de ces examens complémentaires, il pourrait être intéressant de doser certains facteurs de coagulation, d'étudier le facteur de Willebrand, d'analyser les fonctions plaquettaires, etc. Dans ce cas-là, il est plus raisonnable de demander l'avis d'un hémostasien. Pour information, voici les valeurs normales. Dans ce tableau, vous verrez dans la colonne du milieu quelles sont les limites entre le normal et le pathologique et quels sont les seuils qui rendraient un patient à risque hémorragique. Passons maintenant aux étiologies les plus classiques, les plus communes. Il faut savoir que les hémophilies constitutionnelles ne touchent que les garçons puisqu'elles sont dues à des anomalies liées au chromosome X. On les découvre généralement dès l'âge de la marche, lorsqu'ils sont capables finalement de se cogner. Le dépistage se fait via les examens classiques du TCA ratio qui sera allongé et le diagnostic repose sur le dosage des facteurs de coagulation. L'hémophilie A correspond à une anomalie sur le facteur 8 alors que l'hémophilie B a une anomalie sur le facteur 9. Il peut y avoir des déficits acquis de la coagulation, notamment une carence en vitamine K due à un TP diminué et un facteur 5 qui sera anormal, ou une insuffisance hépatique. Dans ce cas-là, le TP sera également abaissé, mais le facteur 5 sera cette fois anormal, abaissé. Un mot concernant la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. Il s'agit par définition de la conséquence de l'activation pathologique importante diffuse de toute la cascade de la coagulation. Cela va être dû à de multiples causes possibles, notamment les plus importantes sont des causes médicales comme le choc septique ou les hémopathies malignes, des causes obstétricales, typiquement un hématome rétroplacentaire, une prééclampsie, une mort fœtale in utero, une embolie amniotique. Ça peut se voir en cas de chirurgie lourde, notamment les chirurgies cardiaques après circulation extracorporelle très longue, en cas de polytraumatisme, en cas de brûlure étendue, etc. Cliniquement, les CIVD peuvent se voir avec plusieurs formes. Il y a des formes hémorragiques et des formes thrombotiques. À la biologie, vous allez voir une consommation de tous les facteurs de coagulation, c'est-à-dire une thrombopénie, un fibrinogène abaissé, un TP allongé, un TCA ratio effondré. Et il va y avoir une augmentation des produits de dégradation de la fibrine et une augmentation des dédimères. C'est un peu l'urgence de la coagulation. Les hémophilies acquises, elles sont rares, elles surviennent en contexte particulier, notamment chez la personne âgée ou chez la femme jeune en postpartum. Il faut l'évoquer en cas de syndrome hémorragique récent, avec un TCA ratio allongé qui n'est pas corrigé par l'addition de plasma sain, avec également un taux de facteur 8 abaissé. Enfin, un mot sur les thrombopathies. Une thrombopathie, par définition, est une maladie fonctionnelle des plaquettes. Le compte, la numération plaquettaire est tout à fait normale, par contre c'est leur fonctionnement qui est pathologique. Il faut l'évoquer en cas de saignement cutané ou muqueux inexpliqué, avec des examens d'hémostase de routine qui sont normaux. Dans ce cas-là, les causes les plus fréquentes sont des causes acquises, notamment les médicaments, antiagrégants,
des médicaments anti-inflammatoires, des antibiotiques, etc. Ou des hémopathies de type syndrome myéloprolifératif, syndrome myélodysplasique ou gammapathie myonoclonale de type myélome. Et rarement, il peut s'agir d'hémopathie, de thrombopathie constitutionnelle de type thrombasthénie de Glanzmann, qui sont des anomalies qualitatives ou quantitatives de la protéine GP2B3A. En conclusion, les syndromes hémorragiques d'origine hématologique sont rares, mais potentiellement graves. Les 3 phases de l'hémostase que nous avons vues peuvent être atteintes de manière plus ou moins sévère. Le dépistage repose sur un examen clinique, donc à la fois l'interrogatoire principalement, mais aussi l'examen physique qui doit être minutieux, et des examens complémentaires de débrouillage, comme on l'a dit, classiquement la NFS, TP-TCA ratio et le fibrinogène. Le diagnostic de certitude repose sur des examens complémentaires plus poussés et nécessite généralement l'interprétation d'un hémostasien. Pour conclure, les principales étiologies à connaître, ce sont, comme on l'a vu, les hémophilies, la maladie de Willebrand, l'hypovitaminose K, l'insuffisance hépatique, les différentes CIVD et plus rarement les thrombopathies. Bon courage à tous!